il y a aussi une démotivation réelle au sein des troupes mobilisés, qui ne veulent pas se battre, qui n'étaient pas au courant, Sergueï, du terrain sur lequel ils s'engageaient. Oui, mais de toute façon, ça allait finir comme ça, parce que les guerres, c'est toujours difficile quand ça dure. Poutine n'a pas compté ça. Poutine n'a pas préparé cette guerre. Cette guerre était mal préparée, et de toute façon, les Ukrainiens, eux, ils se battent pour libérer leur pays. Et même sans les armes qui n'arrivaient pas, ils progressaient déjà. Enfin, par exemple, Donbass, les Russes n'ont pas progressé d'un iota pendant 2 mois. C'est là qu'il y avait les forces les plus professionnelles, parce qu'ils étaient là depuis 2014. Et puis les tranchées. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a mieux que ça. Parce que les Ukrainiens ont fait une circulation d'armées, rotation dans Donbass, ce qui fait que l'armée ukrainienne, finalement, elle était mieux préparée que l'armée russe. Poutine ne voulait pas le savoir, il s'obstinait à faire cette guerre, et maintenant, il tombe dans son propre piège. Et bien évidemment, ces soldats-là, la moitié ne sait pas se battre, c'était les jeunes. Donc, ils ne savaient même pas qu'il allait en Ukraine. L'autre moitié, c'est les gens à qui on dit vous allez tout faire, vous allez gagner de l'argent, mais quand vous avez commencé à avoir des pertes autour de vous, 10 généraux, combien de chars, combien de tanks, combien de blindés, combien d'avions, combien d'hélicoptères, c'est évident qu'ils sont démoralisés. Et puis, ils savent très très bien que derrière, il n'y a rien. Il n'y a rien qui arrive. Il n'y a pas de renfort, vous voulez dire. Sauf s'ils mobilisent les réservistes. Disons qu'il y a les réservistes, il y a quand même 2 millions de réservistes. Il peut quand même jouer avec le levier de la masse La que les réserve, c'est 2 Ukrainiens ont millions de moins. personnes. Quelle est la qualité de la réserve? Elle est pas terrible, mais la force, En même temps. c'est juste qu'il y a la masse, c'est l'idée de la masse. On parlait souvent de la guerre de haute intensité qui passe avec un paramètre qui est le nombre de soldats que vous êtes capable d'aligner. Et ensuite, il y a quand même un deuxième chose par rapport à ce que Didier François disait. Louis, vous connaissez bien les armées modernes. Vous les connaissez. Vous savez très bien que la masse, c'était bien en 1940 à Stalingrad, la masse. Face à des dispositifs militaires modernes, avec une armée ukrainienne armée par l'OTAN, la masse, c'est un peu ridicule. Ça compte quand même un peu. Vous avez raison, mais Didier, Éric, par exemple, aujourd'hui, le mantra de l'actuel chef d'état-major des armées français, que Didier François connaît très bien et bien mieux que moi, c'est justement dans le concept de la haute intensité, c'est comment est-ce qu'on fait pour être donc bien sûr très bien équipé, avec une vraie capacité d'armement sophistiquée, mais aussi la question du nombre. Et on voit bien que toutes les armées du monde, les grandes puissances sont en train de jouer sur ce levier de la masse. Je vous donne un exemple, ça n'a rien à voir avec l'Ukraine, mais c'est simplement pour vous donner un exemple. Tous les 4 ans, la marine nationale chinoise met à l'eau l'équivalent de l'intégralité de toute la flotte française. Aujourd'hui, dans les armées françaises, on se pose la question, voilà, c'est le nombre de bateaux qu'on est capable d'aligner. La question se pose de la même manière dans l'armée de terre avec les troupes au sol. Donc c'est un vrai levier sur lequel Vladimir peut jouer, Poutine, peut jouer. Mon ami Vladimir. J'allais dire peut jouer, donc Poutine peut jouer. Non, et il y avait un deuxième élément aussi sur lequel, et en tout cas, c'est dans les services de renseignement occidentaux, c'est quelque chose qui est évoqué, c'est qu'ils pensent que Vladimir Poutine, vous voyez, je le prononce bien, est convaincu que l'Europe va finir par se lasser de cette guerre. Oui. Et jouer sur la lassitude. Exactement. Des Et du coup, comme c'est une guerre de tranchées, vous savez, tout à l'heure, on évoquait notre frustration, on est habitué aux séries Netflix, donc ça va lentement. Eh bien, il y a un risque aussi de lassitude des Européens par rapport à cette guerre. Et comme Vladimir Poutine est dans un temps très long, eh bien, il peut finir par y trouver son compte. Non, mais pour l'instant, on n'y est pas à cette lassitude. Non, mais c'est pas à exclure totalement. Parce que, vous voyez, on se fait, entre guillemets, un tout petit peu plaisir parfois, Julie, quand on voit toutes les campagnes sur les interceptions de sécurité, les interceptions téléphoniques, toutes les opérations de démoralisation des troupes russes. Mais au-delà de ça, il y a quand même aussi une réalité qui est que l'armée russe est certes pas aussi bonne qu'on le pensait, mais elle se fait pas non plus écraser. Et aujourd'hui, elle résiste. Enfin, elle est encore présente sur le territoire ukrainien. Vous avez raison, mais ça ne va pas aussi vite que Vladimir Poutine aimerait. Et est-ce que, et là, on a le spécialiste en plateau pour en parler, est-ce qu'il n'est pas en train de faire du ménage dans ses services de renseignement? C'est une information révélée par 2 journalistes russes que le Daily Mail relaie. Poutine dépouille le FSB de son rôle dans la collecte de renseignements en Ukraine et confie la responsabilité au bras du GRU. Le GRU, c'est le service du renseignement militaire, c'est ça, Sergueï. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Le GRU, c'est le KGB des militaires. C'est le KGB des militaires, oui. En fait, en gros,
il y a 3 services principaux. Le FSB, c'est la sécurité et le contre-espionnage. Le SVR, c'est l'espionnage politique. Et le GRU, la GRU, en fait, parce que la Direction Générale du Renseignement, c'est le renseignement militaire. GRU, c'est peut-être le renseignement qui est le plus spécialisé. Mais bizarrement, vers le début de cette guerre, Poutine ne l'a pas utilisé. Pourquoi il ne l'a pas utilisé ? C'est une longue histoire. Parce que Poutine aime GRU. Il a utilisé, quand il est arrivé au pouvoir, il n'aimait pas le FSB, il n'aimait pas le SVR, il aimait GRU. Il a mis le paquet. Il leur a construit un siège en 2006 extraordinaire. Pourquoi il aimait plutôt le GRU, parce qu'il a raté sa carrière au KGB, et donc du coup, le FSB et le SVR lui rappelaient cette carrière ratée. Et du coup, il s'est dit, je vais utiliser les militaires qui sont les ennemis du KGB. En fait, vous voyez, c'est même la psychologie personnelle de Poutine. Après, il s'est rattrapé. Et pour cette guerre, il s'est dit, si je confie ça aux militaires, ils vont tous parler parce qu'ils sont tellement nombreux, ils se connaissent tellement et ils sont de mèche avec les généraux qu'ils sont capables de me saper ma guerre. Et donc, du coup, je ne vais pas m'appuyer sur le renseignement militaire, je vais m'appuyer sur le renseignement civil, le FSB. C'est pour ça, d'ailleurs, il y avait le fameux 5e service qui est le renseignement extérieur du FSB. Enfin, c'est un truc, c'est comme, je ne sais pas, une vache volante, en fait. On ne comprend plus rien. Il y a des services qui contrôlent d'autres services aussi. Voilà. Ce qui est un peu moins le cas, par exemple, dans les pays occidentaux. Et donc, il a utilisé ce 5e service, sauf que quand la guerre n'est pas allée aussi loin et aussi bien comme Poutine l'attendait, après, il a trouvé que c'est ce service qui a raté. Donc, il a mis le général Beceda à Lefort-Tevaux, il a limogé 150 personnes, on dit qu'il y a plein de purges qui étaient au sein de FSB, et du coup, maintenant, il s'est souvenu que quand même le renseignement militaire, principalement, qui est fait pour la guerre, c'est la GRU. Et donc, maintenant, il s'appuie là-dessus. Mais vous savez, dans la GRU, sous Poutine, on a eu plein d'histoires. Il y a un livre à écrire, parce que les 2 présidents, il y a Kostikov actuellement, c'est un amiral qui dirige ce service, mais les 2 directeurs précédents, ils sont morts dans les conditions... Alors d'ailleurs, voilà la liste des soupçons, de ce qu'on soupçonne la GRU d'avoir fait empoisonnement de l'ex-espion russe Sergei Skripal. On ne soupçonne pas. Ah, on ne soupçonne pas. On le sait. Alors nous, on a pris des pincettes, mais... Bellingcat l'a trouvé. Ils ont tout trouvé. Ils ont tout trouvé, parce que ça aussi, c'est nos temps modernes. Ça veut dire qu'ils disent, nous sommes les services secrets, personne ne sait ce qu'on fait, il y a le secret de défense, etc. Et après, ils prennent leur portable et ils commencent à poster sur les Adnaklasnikiv, Contactier, Facebook, etc. Et Bellingcat a utilisé tout ça. Chaque chômeur anglais, allemand, enfin les bras cassés quasiment de la vie civile se sont ensemble. Ils ont formé une société et ils ont découvert tout ça. Et ça a été prouvé. Ils ont trouvé les numéros des unités, les adresses, leur point de chute, leur décoration, leur poste. Ils ont tout prouvé. C'est la GRU qui a fait ça. Parce qu'en fait, la GRU qui effectivement a 2 avantages en ce moment, et particulièrement dans la guerre, c'est que c'est le service de renseignement militaire, et qu'il a à sa main les forces spéciales, les Spetsnaz, qui c'est quand même 25 000 hommes. C'est pas rien. C'est combien de fonctionnaires russes, la GRU, la GRU, c'est quoi? C'est compliqué à dire, parce que comme c'est les armées... 150 je sais pas. Mais c'est pas des dizaines de milliers comme, ou des milliers comme le... 50 000, je pense. 150 000. Ah, 150 000 Je crois que vous disiez 150. Non, 150, rien qu'en Europe, je pense qu'ils sont... Oui, donc vous dites que... Non, mais par exemple, leur force spéciale, c'est les agents, le KGB de l'armée, c'est-à-dire la GRU, c'est 150 000 personnes. Mais c'est pas exactement la DRM française. Appareil central, c'est 25 000. Et après, il y a la GRU, en fait, c'est pour ça d'ailleurs, on ne peut pas donner le chiffre exact, parce que dans chaque unité, à partir de la compagnie, dans l'armée, dans tous les armes, vous avez déjà une unité de renseignement. Et cette unité de renseignement, elle est sous l'autorité de la GRU. Mais bon, indépendamment de ça, parce que sinon on va rentrer dans plus les Spetsnaz, enfin on va rentrer dans un truc compliqué. Bref, ils ont les forces spéciales, et d'ailleurs
ils connaissent très très bien le terrain, puisque c'est eux qui, en 2014, ont fait la prise de la Crimée sans tirer un coup de feu. Les petits hommes verts, en fait, c'était eux déguisés. C'était quoi? C'était des fonctionnaires, C'était l'unité, c'était très exactement l'unité 54 777. C'était du groupe. Donc c'était, c'était son nom. Et donc, vous voyez, c'est ceux qui sont arrivés en uniforme vert, mais sans aucun badge apparent, etc., qui ont masqué, qui ont pris... en fait, c'est les forces spéciales. Ils ont fait des opérations de forces spéciales. Et donc, le GROU, aujourd'hui, particulièrement celui qui vient d'être nommé, en fait, pour s'occuper du renseignement militaire, opérationnel sur l'Ukraine. Donc c'est Vladimir Alexeyev. Effectivement, lui, il a fait toute sa carrière comme force spéciale dans les Spetsnaz. Il a commencé à Ryazan, où il a été diplômé de Ryazan comme jeune lieutenant. Il a fait ensuite l'ensemble de sa carrière dans les Spetsnaz. Il a travaillé en les Syrie. Spetsnaz, c'est quoi? C'est les forces spéciales. Voilà, il a travaillé en Syrie avec le général Vornikov, donc ils se connaissent très bien. Ils ont travaillé ensuite avec et pareil avec Kostukov, pardon, je vais y arriver, l'amiral qui est le patron du GROU. Ça fonctionne assez bien. Et donc en fait, l'idée qu'il y a là derrière ça, la première phase qui était la FSB 5, c'était une phase, disons, politique où quand ils ont cru qu'ils allaient changer le gouvernement ukrainien. Maintenant, on revient du militaire, donc ils opérationnalisent leurs renseignements. C'est la guerre, et donc c'est logique. Ils remettent au renseignement militaire et au Spetsnaz le renseignement à fin action, le ciblage, etc. On est dans quelque chose d'assez logique, finalement, d'un point de vue militaire. Ce qu'il faut, je vous écoute, mais alors, franchement, il y a des acronymes. Alors celui qui n'est pas super affûté sur les services de renseignement russes, il est perdu. Donc en gros, Poutine, qui avait fait le choix des successeurs du KGB, c'est-à-dire le FSB, au début, finalement s'est rendu compte que ce FSB était très mauvais sur les renseignements en Ukraine. À mon avis, il va y avoir des sanctions terribles. Il va y avoir des gens qui vont disparaître ou des gens qui vont être emprisonnés. Non. Ils ont réapparu. Ils ont réapparu. En tout cas, pour les punir, il a été voir l'autre KGB, le GROU, qui est le KGB des militaires. Il leur a dit, à partir de maintenant, c'est vous qui allez me renseigner sur la guerre en Ukraine. Voilà, ils en ont besoin. En fait, ils sont faits pour ça. C'est le service de renseignement et les forces spéciales qui sont faits pour mener ce type de guerre. Et ils sont vraiment beaucoup plus opérationnels. C'est eux qui peuvent vraiment faire des percées. C'est leur métier. Physiquement, ce sont les James Bond avec lesquels on fait les films. C'est ces mecs-là qui vont faire des petites percées à droite, à gauche, recueillir du renseignement, même aller empoisonner des gens s'il le faut. Et aussi, comme donc Alexeyev a son expérience en Syrie, fait un peu de chimie aussi. Et est aussi réputé celui qui était qui a organisé l'empoisonnement des Skripal. On peut se poser des questions sur une éventuelle préparation du terrain à du chimique. Alors oui, c'est vrai, beaucoup du chimique, mais là, celui-là, il y a vraiment l'expérience de l'utilisation. C'est vrai que la différence, par exemple, entre le GROU et les autres forces spéciales occidentales, c'est qu'eux ont un service action clandestin en leur sein, puisque par exemple c'est eux qui avaient fait l'assassinat d'Yanderbeyev au Qatar, c'est eux qui ont effectivement fait l'assassinat de Skripal avec des armes chimiques, donc d'attentats, oui. En fait, donc ils ont en leur sein, un peu comme le 22 d'ailleurs, de ce point de vue-là, une capacité de clandestinité que n'ont pas. C'est là où nous on a du mal à lire ça, parce que en fait nous on a la direction du renseignement militaire, c'est quand même des forces conventionnelles. Et la DGSE, c'est un autre service qui pour le coup, n'a rien à voir et qui fait du clandestin. Et la force de l'AGROU, moi j'ai toujours dit le GROU, mais je viens de découvrir qu'on disait l'AGROU. La force de service, c'est qu'aussi ils ont cette capacité de renseignement politique. Je vous donne un exemple très récent. Vous savez, on avait parlé de l'expulsion des diplomates russes sur le territoire français. Et bien, une grande partie de ces diplomates sous couverture, en fait, étaient des agents de l'AGROU. Et donc ils font du renseignement politique. Ils font du cyber. Et ils font du cyber. Ils ont fait l'attaque contre la République. Je vous donne un dernier exemple. Sur la côte basque, le contre-espionnage français, donc la DGSI, qui surveille donc le travail du contre-espionnage, c'est de surveiller les espions étrangers. C'est le jeu du chat et de la souris. Sur le sol français. Et donc, sur la côte basque, la DGSI surveille essentiellement des agents de l'AGROU qui essayent de contrôler la communauté russe présente sur le territoire.